L'offensive en Ukraine était censée être une simple opération militaire, mais la victoire facile que Vladimir Poutine espérait n'a pas eu lieu. La résistance des Ukrainiens a été sous-estimée et Moscou, qui misait sur une relative apathie de l'Occident, affronte un bloc uni des sanctions inédites. L'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et bien d'autres frappent au portefeuille, empêchent les avions russes de circuler, se désengagent de l'économie. Au pouvoir depuis plus de 20 ans, assis seul au bout de tables surdimensionnées dans les immenses salons du Kremlin, Vladimir Poutine apparaît comme un chef d'État isolé. Son entourage semble ne lui rapporter que ce qu'il souhaite entendre. Et dans la rue, malgré les risques qui pèsent sur eux, des milliers de Russes osent contester l'offensive menée par le maître du Kremlin. Poutine prête-t-il attention à la vie des citoyens russes qui le contestent ? S'agit-il d'une colère massivement partagée ou d'un phénomène marginal ? Le poids des sanctions finira-t-il par affaiblir le chef de l'État russe ? Jusqu'où ira Poutine pour assouvir sa soif de reconquête d'un empire perdu ? En ligne avec nous pour tenter de décrypter la situation en Russie, Sacha Koulaeva, vous êtes enseignante à Sciences Po, experte en société civile russe et droits humains. Bonjour. Bonjour. Et Olga Bronikova, maîtresse de conférences à l'université Grenoble-Alpes. Vous êtes sociologue et spécialiste de la Russie. Bonjour à vous. Bonjour. Et tout d'abord, je voudrais qu'on réécoute les propos de Vladimir Poutine le 24 février, date du lancement de l'offensive contre l'Ukraine. J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Et pour ce faire, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et aussi de traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Nos plans n'incluent pas l'occupation des territoires ukrainiens. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force. Alors, le président russe parle de génocide, de dénazifier l'Ukraine. Sacha Koulaeva, est-ce que ce discours a trouvé un écho en Russie, une adhésion ? Je pense qu'il y a forcément une partie de la population qui n'a pas véritablement d'accès aux médias autres que la télévision russe, qui passe en boucle ce message et également les images, les photos qui semblent confirmer ce genre de propos. Malheureusement, on n'est pas plusieurs jours d'un régime proche de la dictature, même si on est à quelques jours de guerre ouverte en Ukraine. Et ce abrigamement et le travail de la propagande est très, très massif depuis plusieurs dizaines d'années maintenant et ça va en croissance. Donc, malheureusement, je pense bien qu'il y a des personnes qui entendent ces propos ou en tout cas ne cherchent pas à trouver les informations alternatives. Et le blocus d'informations indépendantes est encore plus important depuis une semaine, massif, avec la fermeture de derniers médias indépendants, avec les arrestations de plus de 7000 personnes qui sont sorties dans les rues pour dire non à la guerre. Et comme vous avez sûrement entendu parler, le mot guerre maintenant est interdit et les médias peuvent être fermés sans préavis uniquement pour avoir utilisé le mot guerre. Alors, vous y faisiez allusion. Dans la rue, les rassemblements de protestation ont commencé dès le premier jour de l'offensive, et ce, malgré les risques importants qui pèsent sur ces manifestants. Olga Bronikova, est-ce que cette mobilisation est importante ? Est-ce qu'elle continue ? Je pense qu'elle est importante, ne serait-ce que symboliquement, parce que effectivement, ces personnes risquent fort. Il faut s'en rendre compte parce que déjà, les arrestations sur place, évidemment, mais aussi parce que depuis quelques années, tout un système de reconnaissance faciale a été mis en place dans les grandes villes, en particulier à Moscou. Et donc, les personnes qui n'ont pas été arrêtées sur place peuvent l'être quelques jours plus tard, comme ça a été déjà fait par le passé. Donc, du coup, ces 7000 personnes, probablement, c'est pas la fin, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres arrestations. Et puis, comme le mentionnait plus ou moins Sacha, il y a aussi aujourd'hui des nouvelles, en tout cas un projet de loi qui sera certainement validé à la fin de cette semaine, qui interdit la diffusion de fausses informations sur la guerre
Donc, qui sera concerné par cette loi? Pour le moment, on ne le sait pas. Est-ce que le fait d'aller manifester peut être considéré comme une diffusion de fausses informations ou pas? Si on poste des messages ensuite ou des photos sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est le cas ou pas? Donc, on n'en sait rien. En tout cas, les personnes qui diffusent les fausses informations sur la guerre risquent jusqu'à 15 ans de prison. Donc, effectivement, les risques sont très, très élevés. C'est pour ça que, ne serait-ce que symboliquement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sacha Koulaeva, vous avez été en contact avec ces manifestants. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes bien sûr en contact permanent avec des gens, mais on ne peut pas dresser un portrait uni de manifestants parce que ça va des personnes qui ont toujours été contre le régime de Poutine, qui ont toujours pointé de doigt les violations de droits humains massifs, et y compris les agissements agressifs par rapport aux pays voisins. Il y a des personnes qui découvrent la violence de la situation avec les bombes qui commencent à tomber sur Kiev et Kharkiv, et pour qui même peut-être la reconnaissance des républiques de l'Est de l'Ukraine était encore quelque chose d'acceptable. Mais là, nous avons franchi une ligne qui pour eux ne l'est absolument pas. Et enfin, il y a des personnes très très jeunes qui n'ont jamais connu autre régime que celui de Poutine, qui ont grandi dans cet espace sans air, grandissant, et qui ont une vision extrêmement rude, extrêmement pessimiste, extrêmement violente de la réalité qui les entoure, et qui sortent pour dire non à tout ça, parce que pour eux, c'est vraiment la dernière goutte qui tombe. On a vu que cette nuit, par exemple, 2 mères avec 5 enfants en tout, pour les 2, ont été arrêtées pour avoir tenté de poser des fleurs à l'ambassade de l'Ukraine, uniquement en signe de deuil par rapport à des pertes civiles actuellement en Ukraine. Ces enfants ont passé la nuit au commissariat derrière les barreaux. Donc on voit qu'à la fois les manifestations sont tout à fait désespérées, mais la réponse des autorités, je dirais presque, est tout aussi désespérée, dans le sens qu'il est insensé et finalement guidé par une envie de faire étouffer ce mouvement naissant et beaucoup plus important que d'habitude, mais qui semble pour le moment pas très structuré. Alors, le ministère russe de la Défense vient d'annoncer que 498 soldats russes avaient été tués en Ukraine. Alors évidemment, la connaissance des pertes, l'identification aussi des corps des soldats russes, c'est un enjeu crucial. Est-ce que ça peut jouer un rôle dans la mobilisation populaire contre cette offensive? Je pense que c'est tout à fait... Oh, pardon. Non, mais allez-y, Sacha. Ouais. Je pense que c'est tout à fait possible que les informations sur les pertes motivent encore plus, ne serait-ce que les mères des soldats, les familles des soldats. Mais malheureusement, les situations en Tchétchénie, par exemple, nous ont montré que c'est pas forcément la force décisive non plus, vu à quel point la société est privée de la liberté d'expression et comment ces nouvelles lois dont a parlé Olga, mais qui ne s'arrêtent pas uniquement à la diffusion d'informations. Depuis octobre, maintenant, il y a tout un arsenal de lois qui interdit toute expression sur même la situation morale des troupes, même sur la psychologie des soldats, sans parler des pertes et des blessures et des personnes prises en otage pendant le combat ou arrêtées pendant les combats. Donc effectivement, on va voir à quel point le mouvement de famille des soldats va pouvoir se manifester, mais ce qu'on sait pour le moment, c'est que ces chiffres sont absolument loin de la réalité. Tout semble le confirmer, et même les pertes confirmées, les mères et les familles l'apprennent par WhatsApp et souvent par les forces ukrainiennes, parce que l'information n'est pas du tout donnée à des familles de façon prompte et satisfaisant pour eux. Oui, Olga Bronikova, vous vouliez commenter aussi ce chiffre donné par le ministère de la Défense sur l'enjeu du nombre de victimes dans les troupes russes? Je voulais surtout ajouter un mot à ce que disait Sacha sur un potentiel de mobilisation quant à ces nouvelles, effectivement, qui arrivent en Russie petit à petit. C'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de discussions au sein de personnes mobilisées ou des militants de longue date, assez expérimentés, qui cherchent d'autres moyens comment dire, en fait, de s'adapter à cette nouvelle donne pour continuer à se mobiliser, mais autrement qu'uniquement en descendant dans les rues. Avec des pétitions, par exemple?
Avec des pétitions qui sont très très nombreuses, comme vous l'avez vu, par corps de métier, deux pétitions différentes de la part des médecins, mais aussi des pétitions des spécialistes IT, des universitaires et ainsi de suite. Et ça, c'est nouveau, pardonnez-moi, mais ça n'existait pas auparavant? C'est quelque chose, en fait, le mode de fonctionnement par pétition, c'est un répertoire d'action, un mode d'action qui est assez fréquent pour les sociétés post-soviétiques en général, mais d'une telle ampleur, c'est quelque chose d'assez nouveau, en fait, pour ne pas dire inédit. Et d'autant plus que ça concerne les différents corps de métier, c'est-à-dire que d'habitude, ce sont effectivement des ONG ou des défenseurs de droits de l'homme qui se mobilisent de cette façon-là. Et là, on voit qu'il y a des corps de métier en fait qui sont pas politisés d'habitude, qui commencent à l'être par ce mode d'expression. Mais il y a aussi des tentatives donc de voir ce qu'on peut faire autrement, c'est-à-dire que aussi en mobilisant la diaspora des Russes à l'étranger, en voyant ce qu'on peut faire ensemble avec les personnes qui se trouvent déjà à l'étranger, en sachant que aujourd'hui on parle quand même de potentiel départ assez massif. Un certain nombre de Russes vont certainement choisir l'exil, notamment à la suite de ces dernières mobilisations, mais parce que aussi, tout simplement, un certain nombre de personnes ne veulent plus rester dans ce pays qui fait la guerre à l'Ukraine. Donc, il y aura certainement, j'ai pas envie de dire comme à l'époque soviétique, mais bon, presque, il y aura certainement des actions aussi conjointes entre la diaspora, entre toutes les personnes qui se trouvent déjà à l'étranger, et puis ceux qui sont encore en Russie, pour faire passer le message. Oui, parce que là, on ne parle pas de l'Afghanistan ou de la Syrie, mais bien d'un peuple frère, comme Poutine l'a lui-même dit. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce discours et puis la guerre menée contre ses voisins décrits comme si proches? Est-ce que, par exemple, les soldats russes ont vraiment envie de tirer sur les Ukrainiens? Je pense qu'on peut vraiment dire que tout est contradictoire dans les situations actuelles. Tout est contradictoire, tout est proche de la folie quand même. Et c'est pour ça aussi, je pense que la réaction des populations russes est inhabituellement forte, parce que les gens ne s'y retrouvent pas. Il y a des informations qu'évidemment, on pourrait vérifier uniquement quand le fumet des explosions va s'abaisser un tout petit peu, mais il y a des informations qu'il y a des soldats russes qui quittent leur blindé pour ne pas participer à des combats. Je parlerai pas de désertion massive, c'est pas les informations qu'on reçoit, mais on voit les vidéos des personnes qui sont capturées par les forces ukrainiennes. On voit que ce sont des gens perdus. Pour rappel, beaucoup d'entre eux ne savaient pas du tout où est-ce qu'ils allaient être envoyés le lendemain. On leur annonçait tantôt les exercices militaires, tantôt un déplacement de troupes, tantôt les forces d'intimidation, de propagande et de dissuasion de l'Occident des mesures, des sanctions, etc. Et puis ils sont retrouvés pauvrement équipés, d'après ce qu'on entend, dans une situation où une population se bat avec une férocité absolument incroyable, avec une détermination, et parfois à des mains nues. C'est pas que l'armée en Ukraine qui se bat, c'est tout le pays qui se dresse et qui dit qu'ils n'ont pas besoin ni de libération, ni de dénazification. Et qui crie en russe aux soldats russes de rentrer chez eux. De rentrer chez eux, ce qui rappelle évidemment Prague de 68 et tant d'autres souvenirs. Mais sauf que là, c'est pas que les chars qui entrent, c'est aussi les bombardements massifs venant de l'air. Et en parlant de dénazification et des contrastes, c'est le Babi Yar, le lieu de massacre symbolique en Ukraine, où des milliers de Juifs ont été massacrés par les nazis, qui a été bombardé hier et qui est parti en fumée. Donc, il y a quand même effectivement énormément de contrastes et de folie dans cette histoire. Alors, Olga Bronikova, je voudrais qu'on parle maintenant des sanctions inédites qui ont été prises contre la Russie. Alors, leurs effets concrets ne se font pas encore forcément sentir dans la vie quotidienne des habitants, mais elles menacent l'économie russe. Alors, est-ce qu'elles peuvent affaiblir Vladimir Poutine, ou est-ce que la résilience du peuple russe, sa capacité à affronter les difficultés et le patriotisme aussi vont l'emporter? Alors, les pronostics divergent, on va dire comme ça. En fait, il y a un certain nombre de personnes qui disent effectivement, comme
comme vous le rappelez, que les Russes s'adaptent très bien, savent très bien s'adapter de par cette expérience des années 90 et pour un certain nombre de personnes de l'époque soviétique. Mais en même temps, tout le monde souligne que ces sanctions sont vraiment inédites. Donc, même si on compare avec tout ce qui a été fait auparavant. Donc, très probablement, il y aura quand même, donc même les personnes lambda vont ressentir quand même les effets de ces sanctions. Et un certain nombre de personnes considèrent que c'est effectivement, ça peut être une des conséquences, comme une des conséquences peut-être une mobilisation plus forte, en tout cas des personnes les plus démunies. Après, c'est un peu compliqué de faire des pronostics maintenant, parce que on ne sait pas vraiment. C'est encore un peu tôt, oui. Oui, voilà, c'est ça en fait. Alors quand même, il y a l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni qui frappent les élites aussi au porte-monnaie, qui ont visé à titre individuel plusieurs centaines de personnalités de premier plan qui sont actives dans le champ politique avec pour objectif qu'elles retirent leur soutien à l'opération militaire. Et je vous propose d'écouter Michael Friedman, le fondateur de la puissante banque privée Alpha. C'est un oligarque qui s'est prononcé contre la guerre. C'est une question très sensible. Nous avons des dizaines de partenaires, je n'ai pas le droit de les mettre en danger. Je ne crois donc pas du tout que la guerre puisse être une solution à ce conflit. Je pense que la guerre doit être arrêtée dès que possible. Sacha Koulaeva, est-ce que ces oligarques peuvent avoir une influence sur Vladimir Poutine ? Je pense que les oligarques certainement ont une certaine influence, même si limitée actuellement en Russie, parce que leurs rangs ont été déjà très largement nettoyés depuis quelques années, de point de vue idéologique et autres. Cela dit, je veux juste rappeler que ces propos viennent quand même après l'annonce des sanctions, ou à la limite quand c'était déjà clair que les sanctions arrivent. Et dans le cas de cet oligarque en particulier, c'est quelqu'un qui a les origines d'Ukraine, qui est né en Ukraine. Mais néanmoins, même lui, il a attendu quand même plus ou moins le jour des sanctions pour prendre de la distance. Oui, il n'est pas le seul. Justement, ça prouve. Est-ce que ça pourrait prouver que ces sanctions ont une forme d'efficacité ? Je pense que les sanctions sont d'une certaine façon efficaces. On verra à long terme à quel point ils sont efficaces. Je pense qu'ils arrivent un peu tard pour changer la situation. Ils auraient pu éventuellement, je pense, prévenir le pire qu'on est déjà en train de vivre. Mais comme la Russie comptait et le régime de Poutine comptait sur cette inertie quand même qu'on a observée depuis la Tchétchénie, depuis la Géorgie en 2008 et depuis tant d'autres situations, Crimée, Donbass, quand à chaque fois on menaçait des sanctions mais ils sont jamais vraiment venus, je pense que Poutine a arrêté d'y croire. Donc ça vient par surprise certainement pour lui que finalement ces mots qui étaient jusque-là et pendant des dizaines d'années en air commencent à se réaliser. Mais je veux souligner une chose qui est très importante puisqu'on parle des voix anti-guerre en Russie, qu'il y a une ligne de mire qui, pour moi, ne doit vraiment être franchie. Je pense qu'il est extrêmement important que la population russe continue à avoir l'accès à l'information libre. C'est déjà extrêmement compliqué. On a vu hier que la dernière télévision qui fonctionnait online, qui fonctionnait même pas comme une vraie télé, mais qui était encore accessible, a été fermée. Le radio Moscou, qui pour la dernière fois a été, l'écho de Moscou, pardon, qui pour la dernière fois a été fermé en 91 pendant le putsch qui a suivi la chute de l'URSS, a été fermé pour la deuxième fois de son histoire hier également. Il me semble qu'il est extrêmement important dans ces sanctions de prendre en compte les dimensions d'accès à l'information de population russe, de se souvenir de l'expérience, par exemple, pendant l'époque soviétique, quand au contraire, les radios, tout ce qui pouvait distribuer l'information le faisait, y compris les ambassades qui jouaient un rôle très important pour passer l'information dans un sens et dans l'autre. Et ce que je crains, c'est le départ massif des ambassades et des sources d'information actuellement de Russie. Sacha Koulaeva, merci. Olga Brodnikova, merci également.